Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, que l'émission aussi vous fait du bien. Je ne vous vois pas remonter beaucoup de remarques, c'est peut-être que... Mais je sais que vous regardez les émissions, je vois les vues, je vois, etc. Donc j'espère qu'on continuera à vous apporter de la matière pour vous aider à réfléchir et peut-être vous ouvrir aussi sur des problématiques auxquelles nous ne sommes pas très habitués à réfléchir, peut-être dans nos peuples ou dans nos régions respectives. Aujourd'hui, nous allons aborder un genre littéraire un peu particulier que beaucoup de gens aiment. On le croit essentiellement consacré à la jeunesse, mais il y a énormément de non-jeunes ou de moins jeunes qui aiment la bande dessinée et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur le plateau deux personnes, deux grands personnages. Enfin, il y a peut-être l'une de ces personnalités que je connais moins, mais que j'aurai plaisir à vous présenter sur le plateau. Et puis, un monsieur que tout le monde connaît aujourd'hui, parce qu'il est voilà, internationalement connu, c'est monsieur Serge Diantantou, donc qui est représentant aujourd'hui de la bande dessinée dans notre émission. Et puis, donc, il y aura un monsieur qu'on appelle Luco, tout simplement. Je ne sais pas si c'est juste son nom d'artiste. C'est ça. C'est ça, un nom d'artiste. Donc, Luco va se décliner parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de vraiment fouiller dans sa biographie pour savoir qui il est. Ou en tout cas, j'ai vu, puisqu'il y a son éditeur qui m'a envoyé quelques esquisses et puis surtout une belle bande dessinée qu'il vient de consacrer à Bicêtre. Hein, vous connaissez Bicêtre. Ça, c'est de l'histoire et qui a le mérite de rassembler cette histoire-là en... C'est une centaine de pages. Hein? Il y a, pour cet album-ci, c'est 64 pages. 64 pages, donc rassembler l'histoire de Bicêtre qui mérite d'être connue parce que le grand Victor Hugo lui fait tellement d'ombre qu'on a oublié qu'il y a aussi un Martiniquais qui s'est battu pour libérer les doigts de l'homme dans son pays également. Et que Schellcher est peut-être celui qui ramasse la mise, mais qui n'est pas le seul. Voilà. Alors Serge, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc vous êtes en Martinique et, comme d'habitude, j'en ai profité pour inviter les personnes importantes qui passent et qui peuvent nous apporter quelque chose au niveau de la réflexion, des arts qu'elles pratiquent, et puis etc. Donc des réflexions aussi sur nous, parce que on se construit aussi un petit peu identitairement à travers les démarches de chacun de nous qui va explorer un domaine, peut-être pas forcément de l'identité, mais de nous, de nos vécus, de nos relations, de nos rapports au monde. Et donc Serge est là parce qu'il a été invité au... Je suis invité avec mon éditeur Caraïbes Éditions pour rencontrer des libraires. Donc Florent Charbonnier. D'accord. Et donc on tourne en Martinique pour... nous, en tant que dessinateurs, nous sommes tout le temps devant nos planches. Une journée, nous avons des journées de 16 heures. Et donc, c'est aussi bien de connaître un peu comment pensent nos lecteurs et surtout des jeunes lecteurs. Donc les jeunes lecteurs, c'est des élèves. Oui. Parce que on a amené une bande dessinée, une forme de bande dessinée nouvelle pour les adultes et brancher les jeunes citoyens. Et donc c'est vraiment intéressant et très important d'avoir cette relation en tant que dessinateur. D'accord, donc c'est une rencontre avec le public, avec les libraires. Avec le public, avec le libraire. En Martinique spécialement. En Martinique, et après nous allons à Guadeloupe. À Guadeloupe, d'accord. Voilà. Et donc si je suis ici, c'est que il y a eu le 5e tome de la série Mémoire de l'esclavage qui était sorti et que je n'ai pas encore reçu le retour de lecteurs. C'est pour cela que je suis là et j'ai rencontré depuis 2-3 jours des enseignants qui sont venus et qui ont posé la BD aux mains des élèves et qu'ils voulaient me donner leur compte rendu.
D'accord. Voilà. Et les retours sont positifs? Magnifique. Donc, et en même temps, j'ai dit que j'aurais pu continuer, parce que la BD avec Caraïbes Éditions, au départ, on avait prévu 7 tomes. Mais les enseignants étaient pressés de voir la fin, parce que un sujet sur l'histoire des commerces triangulaires, les traités sous forme des reconstitutions, et en faisant une reconstitution à bande dessinée, et c'est ça qui fait inviter tous les lecteurs à être comme les enquêteurs. Étant enquêteur, on découvre deux triangles au lieu d'un triangle. Et le premier triangle, on le découvre clairement à partir de -4 vers les Indes jusqu'au 8e siècle. C'est les triangles orientaux. La traite arabo-musulmane. Voilà. Et comment c'était organisé, par qui sont ces peuples, les noms, les dates, le lieu qu'ils ont passé pour arriver en Inde. Et après, on suit la route de la canne à sucre. Parce que si on ne fait pas une reconstitution, on ne peut pas savoir d'où est partie la canne à sucre. Et c'est à cause de la canne qu'une fois il arrive à un point, il ouvre un triangle. Et quand il va entrer au 1500 en Afrique, au 1600, la canne arrive au Brésil. Et c'était le deuxième triangle qui va s'ouvrir. Et c'est le triangle que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi le Nouveau Monde? Pourquoi on appelle les Indes? Parce qu'avant, ce n'était pas l'Amérique, mais c'était les Indes. Après, c'est les Indiens d'Amérique. Est-ce que c'est poli ou c'est impoli de dire ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère d'informatique, de l'électronique. Nous connaissons qu'à l'époque, il y a eu des erreurs historiques. Est-ce que ces erreurs, on continue toujours? C'est très étonnant parce que les Européens sont très friands justement de rectitude au niveau de la pensée, etc. Et cette erreur monumentale de Christophe Colomb n'a jamais été corrigée et qui plus est, on l'entretient, on a même le sentiment que c'est un peu comme une sorte de vieillerie, comme les Européens aiment beaucoup les vieilles choses et qu'ils les soignent en les préservant, eh bien cette erreur-là est préservée comme une sorte d'objet archéologique, sacré, archéologique, parce que le dominant a le droit de se tromper. Oui, alors que ce n'est pas ça. Alors que non seulement ce n'est pas ça, mais moi je pense que c'est quand même une aberration à l'heure où justement on a les moyens de corriger ces erreurs, de ne pas le faire. Vous savez, une fois j'étais avec des élèves. Je les ai posé la question, quel est le meilleur son que l'oreille entende? Tous ils ont dit le piano, la guitare, les vagues. J'ai dit non. Le meilleur son que l'oreille entende, c'est le son de son nom. Jamais on peut dire Pierre et Antoine se retourne. Et jamais on peut dire Simon et Joseph se retourne. C'est toujours Joseph qui va dire qui est celui qui m'appelle. Et c'est ça les meilleurs sons. Et donc aujourd'hui, si nous faisons revenir ces ancêtres, on dit tiens, les Indiens, et ça va leur dire quoi? Parce que nous savons qu'ils non, mais c'est intéressant de souligner ça parce que dans mon doctorat, j'ai fait une étude sur les relations qu'entretiennent les différentes composantes ethniques à la Martinique. Et la plus grosse confusion qui existe, c'est celle-là entre Indiens et Amérindiens. Parce que pour les gens, d'ailleurs, quand ils parlent des Indiens, parce qu'il y a eu beaucoup de stéréotypes contre les Tamouls, les Hindous, enfin, et quand ils en parlaient, ils pensaient qu'ils stigmatisaient des hindous. Parce qu'ici, l'image de l'Amérindien est quand même beaucoup plus prestigieuse que celle de l'Indien hindou, tamoul. Oui. Et ils faisaient le mélange. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui vont commencer un discours avec Indien. Vous allez voir se faufiler l'ombre de l'hindou.
Voilà. Après, on retombe dans l'amérindien, et c'est affreux, parce que justement, parce que cette erreur n'est pas corrigée, on continue à confusionner, à utiliser confusionnément ces deux notions. C'est une confusion dans la tête des jeunes citoyens. Absolument. Aujourd'hui. Même pas seulement. Et de tout le monde. Oui, oui. Et donc, artistiquement, nous, on fait un travail à notre niveau, mais on souhaite que cette correction puisse être au niveau beaucoup plus large. Je donnerai un exemple encore. Si c'était un médicament, et on trouve que ce médicament n'a pas été composé à de bonnes et due formes, est-ce qu'on continuerait toujours à les consommer? Bon, alors là, on voit l'impact, on peut aller très loin comme ça, mais nous, on veut parler de vous deux. Oui. Et donc, voilà, j'ai fait une petite recherche sur vous. Ce que je voulais juste vous demander, puisque vous avez déjà eu le temps d'aborder la question de l'esclavage, vous parliez des triangles. Moi, j'appréhende beaucoup quand on me dit qu'on parle en même temps de tous les esclavages. Parce que quand on parle de l'histoire des autres peuples, on essaye d'éviter de tout dire en même temps. Mais chez nous, concernant l'histoire du peuple noir, c'est une stratégie très souvent qui est destinée justement à jeter le trouble dans l'esprit des gens et à dire il n'y a pas que les Européens, il y avait les Arabes avant et il y avait même les Noirs. Donc moi, je pense qu'ici, ça s'entend beaucoup. Comment contournez-vous l'obstacle de oui, mais ce sont les Noirs qui ont mis les Noirs en esclavage? Oui, ça c'est une question qu'on entend souvent. Très souvent, absolument. Et c'est comme ça que quand vous regardez dans la série Mémoire de l'esclavage, au 4e des couvertures, j'ai dit que l'histoire est comme un serpent qu'on attrape au milieu. Quand on attrape un serpent au milieu, tout de suite, le serpent il va se défendre. Et puis il peut piquer. Il pique. Absolument. Et lorsqu'on l'attrape même par sa queue, et encore là c'est plus dangereux. Encore plus dangereux. L'histoire est comme un serpent. Il faut l'attraper par la tête pour la maîtriser. Et quand j'ai fait la série, je dis cette confusion, nous devons l'enlever. On a voulu me mettre dans cette confusion. Il y avait eu des Slaves avant. Je dis, mais il faut parler le problème qui divise le peuple. En Afrique, il s'est passé quoi? Alors, c'était qu'une partie que j'ai abordée, parce que dans la bande dessinée, on ne peut pas aborder tout et en même temps, mais on donne des pistes. Alors, ce qui s'est passé, déjà dans les années 1440, il y a eu en Europe des incubations contre les Juifs. Là, on va parler la question de ce que vous avez demandé en Afrique. Il s'est passé quoi? Qui a vendu qui? Et ça, c'est une question que beaucoup n'arrivent pas à expliquer, alors que ça s'explique. Pendant ces incubations, on va envoyer les personnes qui étaient indésirables, en l'occurrence des peuples juifs qui refusaient de se soumettre au christianisme. On va les envoyer sur des îles africaines comme Cap-Vert, Sao Tomé, Principe. Et ces personnes portent un nom dans les jargons d'histoire qui s'appelle des Lassandos. C'est comme des gens qu'on a lancés comme ça en Afrique. Et ces peuples vont avoir le statut d'émancipation à cette époque, d'épouser des femmes africaines, d'avoir des enfants. Et les enfants des Lassandos ne seront pas de métis. Traités comme les autres Africains non plus. Non, non, non. Ils ne seront pas des métis, parce que les non-métis, métissage, viendront plus tard. Parce que bien avant, on connaît des carters, on connaît des mulâtres, on connaît pas mal de choses, parce que tout ça, c'est la bêtise humaine, et qui va nous conduire au racisme. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, dans la série, ce que je cherche, c'est de vivre ensemble. Alors, les Lassandos vont faire des enfants, et ces enfants vont avoir un nom dans les jargons d'histoire, c'est des Pemberos. Et les Pemberos vont aller s'installer sur les côtes africaines. Ils auront double culture, européenne de leur père et africaine de leur mère. À la grande différence, ils ne porteront pas de scarification sur le corps. Ils vont respecter le fait religieuse de saint, comme en Europe.
et ils vont respecter les coutumes africaines. Et ils parleront facilement portugais. Là, on est dans les années 1400, dont les Français n'étaient pas encore entrés dans les commerces triangulaires. Et ces Pemberos vont être les premiers négociants. Lorsque les bateaux vont commencer à accoster sur les côtes africaines, jusqu'à 1500, pendant que les Portugais vont découvrir les Indes, plutôt les Indes, oui, à 1500, et en même temps le Brésil, parce qu'ils étaient arrivés en même temps, au même moment, à l'ouest et à l'est. Et ils vont faire introduire, donc les Portugais vont introduire la canne ici, dans les Nouveaux Mondes, avant que ça devienne Amérique. Et ça, c'est le début du deuxième triangle, qui s'appelle le triangle occidental. Et ces Pemberos qui vont faire le travail de vente, mais ils avaient besoin d'être épaulés pour qu'il y ait plus de captures. Et ils vont embaucher des voyous. Dans chaque pays, il y a des rebelles, il y a des collaborateurs. Il y a des vauriens, moi je dis des vauriens. Oui, des collaborateurs. Qui ne vaut absolument. Il y a des collaborateurs, le mot est propre encore, mais c'est des vauriens. Parce que c'est des gens qui n'ont pas le cerveau. Et ces gens, on va leur donner des armes. Et tous les soirs, on va leur récupérer des armes. L'histoire, il faut les raconter, il faut les retracer. Et ces gens portent un nom dans l'histoire, les Mafouk. Les Mafouk veut dire les personnes qui mettent tout le monde dans un tas. Et dans ces tas, ils faisaient ce qu'on appelait des barracons, une forme de cachot en bois. Et les Mafouk entraient à l'intérieur des terres, ils capturaient, ils brûlaient des villages, ils tuaient des gens, mais tout ça au service des Pemberos. Et les Pemberos et des Lassandos. Donc, c'était un marché que ces Africains ne comprenaient même pas pourquoi ils faisaient ça. Et il arrivait aussi, parce qu'il y a des livres de fiction, mais ce n'est pas une fiction, mais il y a une grande part de vérité comme Mirabeau, qui va raconter qu'il y a eu un Mafouk qui va donner sa femme parce qu'il était ivre de l'alcool qu'on lui a donné. Et à un moment, quand il va se réveiller, il va dire « Mais tiens, c'est mon épouse. » Mais il doit y avoir quelques spécificités parce qu'on a vu sur beaucoup d'images des hommes blancs qui vont eux-mêmes avec leurs armes kidnapper les Africains et ils se font aider par des collaborateurs. Ça, c'est vrai, parce que ça viendra après. Parce que les Mafouk vont ouvrir une voie. Donc là, vous parlez de l'esclavage des premiers temps, de 15e siècle. Voilà. Oui, après l'arabo-musulman, voilà. la traite arabo-musulmane. C'est très important. Ces Mafouk, avant que les hommes blancs entrent à l'intérieur, mais ceux qui étaient entrés avant, c'était des religieux. Des religieux, ils étaient rentrés pour calmer les autres et tout. Oui, on ira vite. Oui. Et donc, les Mafouk vont avoir une grosse tête et ils vont éliminer des rois africains. À partir de l'histoire de l'esclavage et du commerce triangulaire, on n'en parle plus des rois africains. Et viendront les tours des roitelets. Tous ceux qu'on rencontre dans les livres d'histoire des rois africains sont des roitelets. Ils collaboraient avec ces explorateurs blancs qui, à ces moments-là, les Blancs entraient beaucoup plus loin parce qu'ils avaient des personnes qui collaboraient avec eux. Mais des vrais rois comme les rois Congo qui se battaient, c'est des premiers, le royaume à protéger, voilà, des premiers abolitionnistes. Parce qu'ils étaient contre les traites. Et on a fait croire à tout le monde que les Africains ont vendu les Africains. Cette phrase a été prononcée en 1885 par un député français qui s'appelle Jules Simon. Donc, mais je pense que c'est vous qui proposez aux enfants, aux autres, aux gens matière à comprendre un peu l'histoire de l'esclavage. C'est très important d'insister sur ça parce que tous les gens à la Martinique vous disent
Et donc la haine anti-noire tournée contre soi-même. Anti-africain. Anti-africain, mais anti-noir aussi. C'est Nègre qui a vendu Nègre. Donc Oui. Mais elle est très forte parce qu'il y a ici des gens qui entretiennent l'idée que ce sont les Noirs qui ont vendu des Noirs et tous les gens répètent cette aberration-là. Mais si vous voulez, on va en parler plus tard quand on va aborder vos choix. Juste pour souligner, il faut que j'ai le temps de vous interroger. Les téléspectateurs, parce que c'est un sujet qui est... personne n'aborde ces sujets. Si, on l'aborde beaucoup. Mais enfin, on l'aborde, mais pas trop souvent. Alors, je vais juste être très court. Bon, allez-y. Parce que quand il y a eu les premiers Africains qui vont arriver en Martinique, lorsqu'ils quittaient l'Afrique, ils étaient baptisés. Quand ils sont arrivés en Martinique, ils devaient suivre après l'évangélisation pour être rebaptisés encore. Et donc là, il y a une sorte de vice de forme dans la religion. Parce que là, on sort un peu du niveau scolaire, donc on rentre dans un niveau de chercheur. Et donc, dans l'histoire de la religion, c'est l'esclave qui va recevoir 2 voire 3 fois le baptême. Donc ça, c'est très important. Et à partir de là, c'est lui qui va avoir le baptême évangélisé. Après sa mort, ira au ciel. Mais celui qui n'est pas baptisé, qui est baptisé à la va-vite pendant la traversée, quand il va mourir, il ira à l'enfer. Donc, et c'est là que la notion de diable va arriver. Et les marrons, les nègres marrons qui arrivaient, qui marronnaient, et d'autres qui arrivaient, qui vont marronner. Et non, on laisse cet aspect de côté. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire, l'idée que ce sont les nègres qui ont vendu les nègres, que se partagent tous les Martiniquais parce qu'ils sont travaillés par cette idée. Mais on va y revenir. Mais elle n'est pas innocente, cette idée-là. Et ça gêne beaucoup aussi la cohésion des Martiniquais par rapport à cette histoire et par rapport aussi à leur rapport à l'Afrique, puisque pour eux, c'est un élément. Ce sont eux qui ont vendu. C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai expliqué parce que ceux qui ont vendu, on connaît le nom que j'ai expliqué, les Mafou, mais on va revenir. Et les Pemberos. D'accord, on va revenir là-dessus. Alors, vous êtes Luco, vous voulez bien nous dire un peu, vous présenter un peu, nous dire... donc, vous êtes aussi, vous avez fait une bande dessinée, on pourra présenter l'ouvrage tout à l'heure. Voilà, peut-être aussi, j'ai envoyé le document à la régie, donc peut-être que... Voilà. Okay. Alors, donc, dites-nous un peu qui vous êtes. Pour ce qui est de mon parcours, je suis donc originaire de Martinique. J'ai fait 2 écoles. Une première école qui est d'iconographe, qui est spécialisée en bande dessinée. Et une deuxième école qui est Jean Trubert, où c'est de la bande dessinée, plus de l'illustration, du jeu vidéo, etc. Enfin, alors, donc, vous ne vivez pas en Martinique, c'est ça? Non, je vis en métropole. D'accord. Enfin, nous, on n'aime pas trop le mot métropole. Oui, mais parce que ça veut dire qu'on est colonie, nous, et on essaye de se dire qu'on n'est pas une colonie. On essaye. on essaye. Bon, alors, donc vous êtes... Et donc, du coup, suite à ça, j'ai participé à des concours internationaux. J'ai été lauréat à 2 concours, donc en 2007 et 2008. Et suite à ces concours-là, j'ai fait une première bande dessinée qui s'appelle Les Itata, qui a été éditée chez Ibis Rouge Édition. C'est une bande dessinée qui a vécu sa vie, c'était en 2010-2011, et qui a été étudiée, intégrée dans un programme à l'Université du Michigan pour comprendre comment les auteurs caribéens communiquent sur la Caraïbe contemporaine d'aujourd'hui. Mais vous êtes né en Martinique, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Et suite à ça, il y a eu une adaptation de la bande dessinée aussi au théâtre, à l'Archipel en Guadeloupe, puis un 2e tome de Les Itata, et une exposition sur les monuments historiques de Martinique, qui a été soutenue par la DAC Martinique. En 2014-2015, c'était une exposition itinérante qui a tourné dans toute la Martinique et qui a eu un bon succès, à tel point qu'avec Caraïbes Édition, on a décidé d'en faire un album qui s'appelle Patrimoine, et qui est sorti cette année en 2016 et qui traite donc sur des monuments historiques martiniquais, guadeloupéens et guyanais.
Donc bien sûr, on n'a pas pu prendre tous les monuments, mais on a sélectionné des monuments, on a fait quelque chose de diversifié pour pouvoir mettre en valeur ces monuments au travers de la bande dessinée. C'est la DAC qui vous demande, qui vous fait cette demande ou c'est Non, vous? non, la DAC c'était juste un soutien pour pouvoir faire une exposition. Et cette exposition a donné lieu, avec Caribe Édition, à une bande dessinée au format papier. D'accord. Donc c'est ce qu'on est Mais aussi... c'est vous qui en avez pris l'initiative? Oui, complètement. D'accord. Oui, tout à fait. En fait, ça s'est passé... Et pourquoi cet intérêt pour le patrimoine? Alors moi, je suis un amoureux du dessin déjà, donc voilà. Mais surtout, j'ai toujours voulu, dans mes bandes dessinées, représenter la Martinique telle qu'elle est. Et j'ai pu voir lors des différentes séances de dédicaces que le lecteur aimait ça. Ils aimaient reconnaître la savane, le Malécon, le Fort Saint-Louis, la bibliothèque Schellcher, tout ça. Et donc j'avais envie d'aller plus loin en valorisant les monuments historiques, puisque voilà, il suffit de voir dans quel état sont certains monuments pour voir qu'il y a un problème. Et l'idée, c'était un peu de sensibiliser aussi peut-être les lecteurs sur est-ce que c'est normal de laisser à l'abandon certains monuments qui sont un peu des témoins d'un certain passé et qui contiennent une certaine histoire que tout le monde ne connaît pas forcément. Et même en Martinique, tout le monde ne connaît pas forcément de faire l'histoire de certains monuments. Donc c'était important pour moi de les valoriser au travers de la bande dessinée, puisque ça reste un bon support pédagogique. Et aussi ça permettait d'intéresser les amoureux de l'image, tout simplement, parce que tout le monde n'aime pas la bande dessinée non plus. Donc c'est une bande dessinée qui est un mélange de bande dessinée précisément et d'illustration, pour ceux qui aiment les belles images. Et donc ça s'adresse d'un point de vue, on va dire, historique, aux amoureux de l'histoire aussi. Donc suite à ça, il y a une bande dessinée qu'on a fait avec toujours Caribe Édition et d'autres auteurs qui s'appellent Christophe Cassiori, qui est un scénariste, qui souhaitait lui faire une bande dessinée sur Bicêtre, Cyril Bicêtre, donc qui était le concurrent direct de Victor Schellcher lors de la députation, enfin des personnes qui se sont présentées à la députation en 1848 et 1849. Et où là aussi j'étais intéressé pour travailler sur ce projet-là, puisque Cyril Bicêtre, comme on le sait, il n'est pas valorisé, on va dire, peu de gens vraiment le connaissent, ou alors savent ce qu'il a fait. Donc c'était important pour moi aussi de me servir de cette occasion-là, en bande dessinée, de parler de Cyril Bicêtre, mais juste d'un passage que moi je trouvais très intéressant. C'est vous qui l'avez écrite, la partie qui est dessinée? Vous l'avez écrite ou c'est l'écriture de quelqu'un que vous avez illustré? Voilà, c'est l'écriture d'un scénariste que j'ai dû illustrer. Mais c'est un sujet qui est tellement complexe, on va dire, qu'on s'est retrouvé en fait à rediscuter de certains faits historiques, et à se mettre d'accord, y compris avec Caribe Édition, sur la façon dont on devait amener les choses aussi, parce que l'idée c'était pas il n'y a pas de parti pris, on n'est pas plus bicétiste que schellcheriste, c'était vraiment de remettre en avant un personnage oublié. Voilà, un personnage oublié, de parler d'un héros oublié. Un personnage oublié, donc c'est pas de parti pris, c'est de restituer l'histoire dans sa réalité. Voilà, mais tout en le faisant, en présentant un personnage avec ses qualités et ses défauts. Voilà, parce que ça restait un homme politique. C'est dommage que Schellcher n'ait jamais de défauts. Mais voilà, même si on les connaît. Voilà. Donc on trouve que c'est logique. Au moins, soyons justes. Et puis c'était aussi un homme politique, donc comme ceux qui connaissent Bicêtre savent qu'il a fait des alliances qui n'ont pas plu à tout le monde non plus en Martinique. C'était aussi l'occasion de clarifier un peu la situation sur cette époque-là, sortir d'un système esclavagiste pour aller vers un système d'émancipation, donner à des esclaves le droit de vote alors que les femmes n'ont pas ce droit-là. Il a commencé très tôt aussi à revendiquer des droits pour les hommes de couleur, comme il les appelait. Il a été banni pendant 25 ans de la Martinique, donc il a maintenu son combat pendant 25 ans, et lorsqu'il est revenu, il était toujours aussi populaire qu'avant de partir. Donc voilà, c'était aussi alors l'intérêt pour cette figure-là, il est venu comment? C'est une demande, c'est une commande? Non, c'est en fait entre auteurs, voilà, quand on se connaît dans le réseau, on sait qu'un tel a tel trait qu'on aime bien, ou qu'un scénariste a telle façon de raconter qu'on aime bien. Donc
ça peut venir naturellement de contacter un auteur pour dire tiens, j'ai envie de travailler avec toi sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresse? Et donc il envoie le scénario, on le lit. Si ça nous inspire déjà, c'est déjà un bon début. Et ensuite, on essaie de se caler entre chacun pour essayer d'avancer sur le sujet. Mais ouais, c'est souvent une question d'affinité surtout qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. Donc vous êtes dans la bande dessinée depuis les années 2000 Depuis 2007 exactement. Donc dès le départ, vous avez été lauréat d'un prix. Oui, dès le départ, lauréat 2007. du prix de quoi? Alors c'est le concours Raymond Leblanc, qui est un concours international. Un concours de quoi? Raymond Leblanc. C'est le nom du. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est un concours de bande dessinée international. Raymond Leblanc, c'était une personne qui a participé à la revue Pilote, enfin qui était même, on va dire, l'initiateur de la revue Pilote, à laquelle d'où a été connu Hergé, enfin de Tata, oui, je etc. connais la revue. Et donc il y a ce fameux concours international. Enfin, d'accord. Voilà. Donc du coup, ça m'a donné, enfin ça m'a mis en confiance pour aller ensuite voir les éditeurs et puis présenter mes travaux avec les éditeurs. Ouais. D'accord. Alors et donc vous avez le même éditeur, Caraïbes Éditions. Oui. Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas longtemps pour vous, Serge? Pour Serge, ça fait longtemps. Pour moi, c'est assez récent. C'est récent, d'accord. Ouais, ça fait depuis, et comment ça s'est passé, ce rapprochement avec M. Florent Charbonnier, qui est donc le fondateur des éditions Caraïbes Éditions, tout à fait. Alors pour moi, c'était suite à l'exposition de Pierre et de Planche, donc l'exposition sur les monuments historiques de Martinique, où il y a une personne de la DAC qui a dit voilà, nous on a une exposition en cours sur la bande dessinée, c'est l'auteur, c'est Luco, etc. Et donc ils ont communiqué mes coordonnées et M. Charbonnier est donc entré en contact avec moi pour essayer justement de mettre ce projet-là au format papier, quoi. Donc c'est comme ça qu'on est venu à travailler ensemble. D'accord. Et c'est comment dans les choix de... Parce que je suppose que vous faites passer des idées et au-delà du fait que vous vouliez être juste, on est quand même sur des problématiques sensibles, hein, où les enjeux sont importants encore, très sensibles. On n'est pas encore apaisé et il y a des versions des lectures de l'histoire qui veulent s'imposer au détriment d'autres, etc. Donc on est dans la lutte et c'est parfois une lutte qui peut être très très rude étant donné que on est dans une forme aussi de domination et c'est la version qui va triompher qui sera les défenseurs qui vont arriver à faire triompher leur version seront ceux qui vont imposer le reste du monde aussi dans le futur, cette lecture qu'on espère qui va s'améliorer de plus en plus, hein, pour qu'on soit dans l'histoire et non pas dans l'idéologie et le travestissement des événements. Voilà. Donc vous avez... je ne sais pas si vous avez à la régie des images à nous présenter sur la BD de Bicêtre, de Luco, non? Parce que je sais que M. Florent Charbonnier a envoyé votre BD en ligne. Voilà. Vous voyez, chers téléspectateurs, il y a les images de la BD. Lorsque Bicêtre a été élu député. Donc ça, c'est l'un de ses derniers combats. Parce que moi, je vous parlais tout à l'heure de ces combats des années 1830. Là, c'est juste lorsqu'il a été à la députation en face de... comment il s'appelait déjà? De Victor Schœlcher. De Victor Schœlcher, voilà. Mais on a quand même pris le soin de rappeler d'où vient Cyril Bicêtre. Comment est-ce qu'il s'est rendu compte du traitement fait aux esclaves, puisqu'on faut quand même rappeler que Cyril Bicêtre, et ça on le rappelle dans la bande dessinée au départ, il n'était pas du côté des esclaves. Absolument. Voilà. C'est un homme de couleur. Il a participé à la répression de la révolte du Carbet, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte du traitement qui était fait aux esclaves, et il est rentré dans un combat pour l'abolition de l'esclavage. On a un peu des petites choses, des comportements qui le rapprochent un peu d'Alexandre Dumas. Voilà. Lorsque ce sont des mulâtres qui étaient dans leur préoccupation d'être reconnus, d'avoir une légitimité et de se distinguer de la masse noire. Et puis petit à petit, il paraît clair d'ailleurs, parce que c'est pas, on a vraiment une sorte de lucidité qui se fait jour et qui les pousse
peut-être pas à se mêler vraiment de la masse, mais à dire, en tout cas, j'en viens. Parce que Dumas, c'est ça, hein. Je suis noir. Enfin, je ne sais plus dans quelle lettre il avait lancé en France qu'il était noir. En tout cas, que ces gens-là... Oui, c'était même pendant le combat de Bicêtre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il s'est mêlé à ça. Oui, oui, voilà. Vous voyez comme le monde s'étrécit quand nous parlons de nous. C'est vrai. Donc voilà, et qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Serge tout à l'heure à propos de cette lecture de l'esclavage comme ayant été finalement telle que la traite s'est déroulée, comme ayant été le fait des Africains eux-mêmes? Moi, je pense que la façon de procéder de Serge est intéressante dans la mesure où on parle souvent de l'esclavage toujours sous un même schème, en fait. Et Serge, justement, propose, lui, de déjà commencer par le début, donc la Cannes. D'aller explorer l'amont du phénomène. L'amont, mais aussi le mouvement des populations en Afrique pendant ce temps. Oui. Donc c'est une chose qu'on remet sur le plat quand on apprend ce qui s'est passé au Rwanda, etc. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui reviennent que quand il y a des problèmes. Mais c'est bien, je pense, avant de commencer son histoire, sa bande dessinée, déjà, quand on ouvre la chose, on a déjà une carte qui explique, avec des flèches très simples à comprendre, les différents mouvements de population, de la canne à sucre, etc. Et effectivement, ce fameux triangle, commerce triangulaire que tout le monde connaît, qu'on nous bassine depuis, sur lequel on fait un focus, mais tout le reste, ça reste dans l'ombre. Et je pense que sa démarche est intéressante dans ce sens-là. Déjà pour éclairer le lecteur sur tout le reste du problème. Et vous, Serge, qu'est-ce que vous pensez du travail de Lucot? C'est noble parce que c'est déjà un sujet sur Bicêtre. Moi, je pense que beaucoup de gens ne se rappellent même pas de ce nom. On parle souvent de Victor Schœlcher, et partout c'est Schœlcher. C'est Schœlcher qui est rentré au Panthéon, alors que lui, il a donné les droits de vote. Parce que quand on a les droits de vote, c'est que la personne est reconnue comme citoyen. Bien sûr. Donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, chose que Césaire n'a pas, s'est pas battu. Donc, Césaire a écrit un véritable... Non, pardon, non, mais il a écrit, il a beaucoup... Oui, mais Césaire a beaucoup... Non, j'allais parler de Schœlcher. Oui, je sais. Je m'excuse. Et donc, lui, il a fait un peu plus là où Schœlcher s'était arrêté. Et c'est comme ça que l'histoire retient plus une personne. Moi, je pense qu'avec cet album, c'est aussi la vie et le passé de Bicêtre qui est sauvegardé. On lui rend un peu justice. Exactement. Alors l'idée, c'est aussi de lui rendre justice, puisqu'il est quand même revenu après 25 ans de bannissement des colonies, il est quand même revenu avec un message de réconciliation. Oui. Donc en disant, on oublie le passé, on passe à autre chose. Donc, mais il finit un peu comme Toussaint Louverture, non? Voilà, il finit complètement. Il y a eu le coup d'État de Napoléon en 1951 qui fait que ce personnage-là en fait a disparu de la scène politique. Il s'est retiré à Paris et il est mort à Paris, tristement dans l'oubli comme tout ça. Mais en même temps, vous voyez bien que c'est nos hommes, parce que moi, j'ai lu ce que Césaire a écrit sur Schœlcher, et je vous avoue que j'étais stupéfaite. Mais je n'ai pas vu d'équivalent chez beaucoup de nos hommes qui ont écrit sur Bicêtre. Et pourtant, on ne peut pas dire que Bicêtre n'ait pas contribué à l'émancipation, même au niveau de la pensée, de la place de l'homme noir ou de couleur dans l'humanité. Mais vous voyez, ce sont aussi des failles, des manquements à interroger dans nos prises de position. Et c'est pour cela que notre histoire est encore comme une plaie ouverte, et il nous faut pas vouloir la couvrir avec je ne sais quel de mercurochrome comme on utilisait, mais bien et puis voilà, bien la laisser ouverte et puis la laisser cicatriser en y mettant les médicaments qu'il faut à la dose qu'il faudra pour qu'on arrive tout doucement à une lecture qui est réaliste et qui est pacifiée quand même. On ne va pas quand même avoir subi et en même temps laisser les autres inventer une histoire qui n'a pas été. Voilà. Alors,
Je vais revenir à vous tout à l'heure, du coup. Ok. Et chers téléspectateurs, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en fait, bon, on a un tas d'artistes qui font plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, moi, j'avais décidé d'inviter Serge et c'est vraiment grâce à peut-être que vous m'en avez parlé, Serge, mais c'est votre éditeur qui m'a dit oui, mais il y a aussi Luco, c'est un Martiniquais, il est aussi dans la bande dessinée. Alors, voilà, ce serait bien qu'il vienne aussi. J'ai dit Luco, je n'ai aucune idée. Franchement, je ne vous le cache pas. Mais voilà, pourquoi pas. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui. Il faut... c'est l'entraide. Oui, c'est de l'entraide. Et puis en même temps, comme vous êtes dans le même art, on n'est pas dépaysé. Parce que après, j'aimerais bien qu'on parle quand même de la bande dessinée. Et comment elle fait passer les messages, à quoi elle sert, pourquoi on la préfère parfois à la lecture. Parce que vous avez beaucoup de gens qui n'aiment pas la lecture compacte, mais qui aiment la lecture entrecoupée de dessins, ou parce que ce sont des bulles, que les textes sont plus concis, etc. Et il y a des gens qui se complaisent dans ça et donc qui ont peut-être aussi un espace pour leur imaginaire qui est beaucoup plus large que celui que leur laisse un texte compact, bien, où tout est expliqué, etc. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on parle de la bande dessinée en tant que genre. J'ai trouvé un bel article de Kern, c'est une revue scientifique, sur la bande dessinée en Afrique francophone. Et c'est Madame Hilaire Mbiyi Lumbala qui l'a écrit. Et donc, il parle vraiment de... alors, qui sont les auteurs de bande dessinée? Donc, moi, j'ai vu votre nom. Donc, je me suis dit, oui, vous faites partie de... il y en a beaucoup, hein. Oui. Et puis, donc, la BD africaine, à partir de quel moment elle se met à exister aux yeux du monde, aux yeux des scientifiques, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle devient un objet d'étude, comme la BD de Hergé ou d'autres genres littéraires. Et ce qui me paraît intéressant, c'est ça, c'est que à partir du moment où la science s'empare d'un genre ou d'une pratique littéraire ou artistique, quelle qu'elle soit, eh bien, on commence à entrer un peu dans une autre histoire, parce qu'on est moins dans le bricolage ou dans l'informel. Il y a des gens qui vont trouver des structures, des cadres dans lesquels intégrer ces travaux-là. Et du coup, là, en l'occurrence, l'Afrique n'est pas laissée de côté. Je ne sais pas, il existe peut-être une étude sur la BD dans la Caraïbe ou à la Martinique, je ne sais pas. Mais ça, je trouve intéressant. C'est une Africaine qui s'est livrée à ça. Et c'est nous aussi qui devons faire cet effort, parce qu'en fait, c'était un travail sur la BD en général, qui a été publié par Kern, donc la revue Kern. Et dans le cadre de cette revue qui parlait du genre, du message, etc., il y avait un article sur la BD la bande dessinée en Afrique francophone, la bande dessinée. Donc je pense que c'est intéressant si on a le temps d'en parler un peu. Donc moi, je veux revenir un peu à vous, chers téléspectateurs. Je vous ai dit que Serge est de passage, donc vous connaissez beaucoup de ces... parce qu'il est il est foisonnant, et puis il a une production foisonnante, et donc... voilà, j'aime pas trop entrer dans la vie des gens, je l'ai déjà dit beaucoup, mais pour vous situer un tout petit peu pour les téléspectateurs, donc en gros, vous êtes né en République démocratique du Congo, c'est ça? Exactement. Voilà. Et j'ai retenu que vous y avez fait de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, que vous en avez eu un diplôme. Un diplôme d'État en art plastique. En art plastique. Et spécialisé en sculpture. Donc, en sculpture. Voilà, étant sculpteur, je suis arrivé en bande dessinée. C'est comme ça, quand on regarde les hommes noirs, femmes noires, ce sont des modèles de pièces de sculpture de ronde bosse. Voilà. Ronde bosse. Ronde bosse. Ronde bosse, c'est-à-dire c'est comme quand vous avez un monument, on peut tourner tout autour. Donc, quand je fais un dessin, on a tendance, on voit le dessin, mais c'est comme si on pourrait aller chercher... On pourrait tourner autour, voilà. D'accord, découvrir. Alors, bon, en France, vous arrivez en 81, vous avez 21 ans. Oui. Et vous versez tout de suite dans l'audiovisuel. À la télévision, dans les cinémas. Voilà. Et je suis resté longtemps, et jusqu'au moment où on faisait des films, j'ai eu un déclic.
pour être vrai. On tournait un film, bon, je ne citerai pas les titres, et pendant ces films, c'était une sorte de sauvegarde des patrimoines culturels français. Et j'étais dans l'équipe du tournage, le seul noir. Et à un moment, je dis, mais tiens, n'est-ce pas qu'ils sont en train de sauvegarder leur histoire? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et de là, je dis, mais nous sommes là pour attendre qu'on nous fasse aussi notre histoire dans ces genres. Je dis, mais c'est à nous de prendre une responsabilité. Et j'ai eu vraiment mal au ventre. Et depuis ces jours-là, je dis, je vais me lancer, mais comment? Pour faire le cinéma, il faut avoir l'argent, la production. Alors que pour faire des storyboards ou des bandes dessinées, rien qu'avec mon crayon, pour faire un boom d'explosion, je mets juste le nuage, je fais boum, ça coûte rien, mais dans les cinémas, il faut des artificiers et tout ça. Je dis, bon, on va contourner, on va aller en bande dessinée. Et la bande dessinée, c'est, Luco pourra le confirmer, c'est la porte du cinéma, parce qu'à chaque film, comme le sujet sur B7, c'est un storyboard déjà préparé. Et donc, si on veut faire un film... Il faut l'animer simplement. Voilà. Mais j'ai vu votre film sur Lumumba, sur Kimbangu. On voit aussi que ce sont des dessins. Alors, les personnages ne bougent pas, mais c'est une technique qui est un peu qui donne l'impression que les gens sont en action. Voilà. En réalité, ce sont des voix qui sont actionnées. Des voix, et on a actionné des mouvements. Et c'est une nouvelle technique aujourd'hui que je vais ramener beaucoup, pas plus tard, mais bientôt, pour retracer l'histoire de comment il y a eu cette migration pendant les commerces triangulaires qui n'étaient pas voulus, pour donner, montrer à des générations actuelles que ses ancêtres n'avaient pas voyagé les mains vides. Ils avaient voyagé avec des richesses, raison pour laquelle on les voit sur mes couvertures avec des scarifications. Beaucoup de personnes avaient peur des scarifications. Ils disaient, mais tiens, mais c'est barbare, c'est un peu ça, c'était la lecture occidentale. Alors, oui, exactement. Mais d'autres sont tombés dans cette caricature pour repousser. Oui, bien sûr. Alors que si nous avons des passeports aujourd'hui, parce que c'est avec ces scarifications, ils se reconnaissaient ici, que celui-ci vient de telle région, il parle telle langue, alors... Mais c'est ce qu'on appelait des marquages tribaux, et là où l'Européen marque ses distinctions sur les vêtements, l'Africain, surtout dans certaines régions d'Afrique, le marquait sur son corps, parce que son corps était support. Et ça faisait partie de la beauté. Et en même temps, montrer aussi qu'ils avaient amené une musique, ils avaient amené une cuisine, ils avaient amené une façon de vivre dans la solidarité, de construire, parce qu'on parle souvent des cases à nègres, mais on ne les a pas appris comment on construit ces cases, parce qu'ils avaient une architecture. Oui, le jardin aussi, je l'ai prouvé. Exactement. J'ai éprouvé le jardin qu'on appelle créole, c'est en fait un jardin africain. Non, il y a énormément d'études aujourd'hui que nous menons. Et valoriser ces ancêtres. Ah non, mais on les valorise. Mais c'est vrai que la société n'est pas forcément prête à entendre que nos traditions africaines sont valorisantes, mais de plus en plus, comme nous sommes plusieurs chercheurs, plusieurs personnes sur ces pistes-là, la société s'enrichit de cette connaissance, à mon avis. Exactement. Et surtout, même si elle ne s'en vante pas, mais en tout cas, elle s'en nourrit aussi parce que on voit bien que les gens qui sont là ne sont pas des franco-français, quoi. Donc il faut bien expliquer pourquoi ils vivent comme ils vivent, pourquoi ils sentent comme ils sentent, au lieu de les faire entrer dans des moules dans lesquels ils ont d'abord, par lesquels ils sortent par toutes sortes de trous, parce que ce moule-là ne leur convient pas. Exact. Mais voilà, donc vous êtes décorateur donc, dans une société de production française, ça veut dire quoi? Parce que là, c'est quand il y a, par exemple, là nous sommes sur un plateau de télé et on a posé des caméras, mais des fois il peut y avoir un champ qui peuvent gêner
soit l'ensemble avec les invités. Et donc on doit, avant une émission ou avant un film, on doit faire une répétition. Et donc le décorateur, donc le chef décorateur, ne peut pas tout apporter. Et donc c'est à nous, des fois, de dire tiens, l'angle il est là, mais on peut faire derrière vous un décor magnifique, mais personne ne le verra. Et donc, on peut dire, ben, tiens, on casse cette partie, on ne le verra même pas à l'antenne. Il y a beaucoup de films qui sont comme ça, où on voit ce qu'on appelle de cyclo. On montre le travelling, donc la caméra qui passe, et s'il ne s'arrête pas tout de suite, on va voir le feuille répertoire, donc le feuille du décor. Et j'ai vu ça dans un grand film français, mais bon, beaucoup de gens ne le voient pas. J'étais le seul à crier. Oui, parce que vous êtes spécialisé, vous avez un autre regard. Alors, du coup, donc, vous avez ce déclic, vous avez envie de vous tourner, mais ça me montre aussi que nous, Antillais africains, ben, on va se former, on se perd dans le monde. On n'a pas du tout, très souvent, l'idée qu'on a aussi un pays à construire et qu'on devrait... Non, on va dans les affaires des autres, et puis vous, bon, vous êtes allé dans les affaires des autres, mais vous avez un déclic. Donc vous êtes revenu au vôtre. Oui. Alors, et ça, c'est par la bande dessinée que vous avez choisi de le faire. Oui, oui, parce que je suis revenu au mien. Pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup les proverbes. Donc, je dis... Ils sont beaux en plus en africain. Ah oui. Ah, génial. Je dis, j'étais très longtemps la main qui recevait. Donc, la main qui reçoit, il est toujours en dessous par rapport à la main qui donne. Tout à fait. Et je dis, il faut que je revienne au mien pour donner. Et donc, je deviens la main qui donne. Et donc, je passe au-dessus. Et si la main qui veut recevoir, qui est en face de moi, il ne veut pas passer en dessous, c'est que cette main a un problème. Donc, on doit résoudre le problème de la société. Voilà un peu, le monde, c'est l'échange. Sinon, on n'aura pas de ministère de la culture, parce que c'est l'échange, c'est la culture qui s'exporte. C'est l'autre qui doit connaître la langue de l'autre. Une fois que vous voyagez et que vous parlez une langue d'un pays lointain, 9 sur 10, vous serez le bienvenu. Mais si vous arrivez, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Oui, mais ça va dans le sens dominant-dominé, hein, parce que les Européens vont dans le monde, ils ne se soucient pas d'apprendre les langues africaines. Par contre, on est très soucieux que vous appreniez les langues des Occidentaux. Mais ceux qui parlent les langues africaines, tout de suite, ils sont appelés « Ah oui, mon frère ». Oui, non, mais c'est pour des affaires, très souvent pour des affaires économiques, pour des raisons économiques. Non, non, non. Le monde est construit de manière asymétrique et c'est dominé, effectivement, Il y a les dominés, au non occidental, en tout cas, qu'on demande de faire ces efforts-là, parce que les Occidentaux sont installés sur le trône, on va le dire comme ça, je vais les choquer, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que les choses sont à sens unique tout souvent. Alors, vous êtes illustrateur, auteur, parce que ce que je comprends, c'est que vous sortez donc de votre premier travail et vous allez vous tourner vers la BD et en créant ou en écrivant ou je ne sais pas comment, une première BD qui s'appelle Attention Sida, qui a un très grand succès. Oui. Mais vous l'illustrez ou vous êtes le créateur de l'œuvre? Je suis le créateur et l'illustrateur parce que j'étais face à un problème. C'est comme exactement l'histoire de l'esclavage. Parce que, juste une petite parenthèse, je suis le prix des auteurs de bande dessinée engagée. C'est moi qui ai ce prix. Oui, je l'ai vu. Et donc, en faisant Attention Sida, c'était une période où la prévention ne passait pas correctement entre le peuple des pays du Nord et le peuple des pays du Sud. Donc, on n'a pas les mêmes cultures et les mêmes mentalités. Et en même temps, la pandémie, jusqu'à aujourd'hui, monte plus vers le peuple des pays du Sud. Et j'ai adapté cette bande dessinée, Attention Sida, qui beaucoup plus tard deviendra L'amour sous les palmiers. J'ai vu qu'il y en a deux. Tout simplement parce que quand on disait Attention Sida, personne ne voulait toucher la BD. Ils ont dit, ah ouais, ça je ne prends pas, sinon on va penser que je suis porteur du virus. Et je dis, bon, allez, on va changer les titres.
on va l'appeler tout simplement l'amour sous les palmiers, afin que la prévention entre dans des maisons. Parce que c'était très difficile, surtout en Afrique, de voir un papa donner à ses enfants qui ont l'âge de 18-20 ans un préservatif. Que voilà, prenez ça, sortez couvert. Donc, ils sont liés par des respects des religions, par des respects de traditions, de cultures. Je dis, cassons un peu tout ça par la bande dessinée. C'est comme ça que, à l'époque, le professeur Luc Montagnier a salué ma démarche. Et on était sur un plateau de télévision à Brie-sur-Marne. Et j'étais même étonné qu'il s'était déplacé pour me rencontrer lors de cette émission. Mais pourquoi il faut dire ça? Mais non. Non, j'étais étonné. Non, pourquoi je dis? Non. Parce que, non. Je n'aime pas qu'on se rapetisse. Non, je dis ça pourquoi? Parce non, mais parce qu'il voyait un intérêt. Il y avait un intérêt. À l'époque, on voyait tous ces gens en haut. On les regardait d'en haut. Et tous, nous étions ceux qu'on regardait en bas. Et c'est avantageux pour lui. Il est descendu, il n'a pas voulu qu'on le regarde comme un extra. C'est lui qui a découvert le virus, et raison pour laquelle il s'est fait... C'est un monsieur très simple, il s'est fait taper les doigts, et il est parti aux États-Unis, on l'a perdu aujourd'hui. Et donc, moi je dis, c'est une reconnaissance. Si tout le monde était comme lui, venir voir, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui là, à l'antenne, mais ils sont restés au-dessus. Et nous sommes des gens d'en bas. Mais moi, je dis, c'est un peu l'humour. Ben, vous restez au-dessus, mais nous, on vous regarde, on voit tout. Donc, vos avantages et vos inconvénients. D'accord. Moi, je considère que le monde est réparti entre dominant et dominé. Mais je ne fais pas du tout ce genre de gymnastique-là. Et c'est pas dans ça que je suis. Maintenant, ceux qui se prennent pour des grands, oui, ils ont les moyens de se maintenir, mais sincèrement, je suis pas dans ce schéma. Donc, voilà. Pour moi, ce que je trouve important, c'est qu'on ait le temps, franchement, de parler un peu de vous, parce que le temps a filé, et qu'on revienne à Luco également. Vous êtes après la BD, donc vous avez bien expliqué votre engagement, et pour moi c'est ça qui est important. Vous avez envie de donner à votre peuple. Alors pas à la main qui donne et la main qui est en dessous, mais vous avez envie de partager, de donner, de prendre en charge votre peuple. Pas seulement à mon peuple, mais à tout le monde. Parce que celui qui ne veut pas recevoir les miens, c'est que je sais qu'il a un problème. Oui, mais bon, c'est vrai que SIDA, ça touchait toute la planète. L'amour sous les palmiers, on peut dire que c'est un peu exotique, peut-être pas. Mais enfin, dans les deux cas, il peut y avoir des difficultés à diffuser. On avait accusé de personnes homosexuelles, on avait accusé des personnes des pays du Sud. Et ça, moi, j'ai souffert de ça, qu'on nous montre les doigts. Et c'est pour ça que je dis... Voilà, nous sommes comme ça. Et voilà ce que je donne. Vous tendez la main ou pas? Si vous ne tendez pas la main en dessous, c'est que votre main, il a un problème. Donc, c'est le système des courroies. Vous savez, la courroie, quand il tourne, il y a un fil qui passe au-dessus, après il passe en dessous. Quand vous donnez, alors je reprends votre image, quand vous donnez, la main n'est pas nécessairement en dessous. Elle peut être juste en face de l'autre. Donc, c'est aussi des images que non, Serge, je ne veux pas m'arrêter. Non, mais on peut passer, mais c'est comme si je dis bonjour, et si quelqu'un que je dis bonjour et qu'il ne me regarde pas en face, et il dit bonjour en passant, je dis, c'est une personne qui a un problème. D'accord, c'est pas la même chose. Bon, alors, vous vous êtes spécialisé donc dans l'histoire du peuple noir, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, et puis vous avez eu, je crois, un grand succès. J'ai regardé Simon Kimbangu, que vous avez écrit. Donc là, vous êtes illustrateur, que vous avez écrit avec Joseph Ndiaye, qui est décédé aujourd'hui. Ça, c'est Il fit un jour à Gorée. Voilà. Donc, sur l'histoire de l'esclavage, vous avez écrit l'esclavage raconté à nos enfants. Exactement. Donc, vous avez, dans ce travail autour du peuple noir, vous avez de l'histoire, parce que vous avez écrit des jolies choses. Après, vous avez, si on doit citer tout ce que vous êtes un militant de la cause des femmes, égalité, et vous avez mis en valeur tous ces beaux visages, des tenues, des marées de tête, etc., dans la BD qui s'appelle Femmes noires.
Et vous avez écrit aussi Homme noir, on le sait moins. On le sait moins, et dans lequel vous avez donc Homme noir d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, comme un désir de rassembler aussi votre peuple qui est réparti. Et là, dans cet album, vous parlez de tous les grands hommes qui ont apporté quelque chose à l'histoire ou qui ont fait quelque chose pour leur peuple. Oui. Vous êtes aussi un militant de la cause des jeunes et des enfants, puisque vous avez écrit contre la maltraitance et pour la protection des enfants. Et on voit tout ça notamment à travers la BD La petite Djily et Mère Mamou. D'accord. Donc, vous avez brassé beaucoup de gens. Je vois aussi que, donc, voilà. Alors, Kimbangu, c'est quelque chose c'est une BD qui est carrément engagée dans le fait que la lutte de Kimbangu était une lutte de la liberté, de libération. Oui, pour le peuple opprimé. Pour le peuple opprimé. Et donc, c'est un personnage qu'on parle moins, qui a passé 30 ans de prison, dans des conditions terribles, dans une pièce d'1,20 m par 80. Voilà. Et que à partir de lui... il était congolais aussi. Il était congolais, qui va déclencher des indépendances pendant l'occupation belge. Pendant et lui, il prenait pour la liberté, donc il disait haut et fort. Voilà. Donc les étrangers sont venus pour m'opprimer chez moi. Moi, je dois pas accepter. D'accord. Et donc, d'autres personnes les passent comme un leader de religion, d'autres personnes les passent comme un leader de la liberté, mais moi je pense que c'est un leader de la liberté et c'est un exemple à suivre. Un humaniste aussi. Un humaniste aussi. C'est ça. Et je fais en sorte que son histoire ne tombe pas dans les oublis. Alors j'ai vu que donc, vous préparez le storyboard de votre dernier scénario donc, pour réaliser un long métrage avec Simon Kimbangu. Oui. Alors on a déjà un extrait sur YouTube. Exactement. On regarde. Si vous tapez sur YouTube Serge Diantantou, vous allez trouver cet extrait justement où on voit le leader, enfin il est leader en fait. Oui. C'est une figure de leadership très sobre, voilà, c'est très bien fait et on entend surtout sa harangue au peuple. C'est un grand monsieur qui avait une voix que tout le monde pourrait écouter. Et déjà dans ces années, en 1921, tout ce qu'il disait, personne ne pourrait imaginer que quelqu'un au milieu de l'Afrique équatoriale pourrait avoir cette vision. Et que ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Et donc, c'est extraordinaire. Mais depuis l'Égypte antique, Serge, les Africains sont des génies. Ça continue toujours. Serge, j'ai l'impression que vous avez appris à voir votre histoire à travers les petites lorgnettes des Occidentaux. Non, à un moment, c'est mon côté de pousser une personne, de dire, mais voilà lui. Mais on a eu de Toutankhamon, on a eu mais pas oui, mal, on a eu tout eu. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc j'essaie de vous dire, chers téléspectateurs, combien le travail de Serge est riche et combien cela vaut le détour. Donc, il y a tout ce que vous avez fait en termes d'exposition en Belgique, dans beaucoup de pays. Vous revenez d'ailleurs aux Antilles, pas pour la première fois, parce que vous avez déjà été là. Vous avez exposé donc en Allemagne, en Suisse, en Belgique, à Tahiti, à La Rochelle, à Angoulême, à Paris, etc. Et notamment sur les thèmes du commerce triangulaire et de la TNT, traite négrière transatlantique. Hein? Exactement. Et puis, vous avez fait beaucoup d'interventions dans les collèges et les lycées, et je crois que vous continuez. Puisque vous avez parlé au début de... D'ailleurs, même ce matin, avec Luco, on y était. Vous y étiez? Et les élèves applaudissaient. On était contents, c'est que les messages passaient. Ah oui, mais c'est formidable. Mais oui, il faut travailler. Nos jeunes sont tellement... Et puis, vous faites des ateliers donc, de prévention du sida auprès des jeunes, en faisant donc par des affiches, votre contribution avec des affiches, de la BD pour InfoSida et pour
Centre de documentation et d'information de la jeunesse, Exactement. etc. Donc, en gros, j'ai dit un peu ce que vous êtes. Je sais que votre travail autour de l'histoire est soutenu par l'UNESCO et la route de l'esclave, Ouais. qui est dirigée par Ali Moussaïi. Exactement. D'accord. Donc voilà, ce que je voulais savoir, c'était votre dimension dans votre création. Qu'est-ce qui est illustrateur et auteur? C'est-à-dire qui crée les textes que vous illustrez? Est-ce que c'est vous-même? Et à quel moment vous décidez d'illustrer le texte de quelqu'un d'autre? Quand j'aborde un sujet, des fois, je peux faire appel aux documentalistes, à des scientifiques pour discuter. Et une fois on trouve un angle, on peut avancer. Et là, le dernier album que j'ai fait, qui va sortir à la fin du mois, on a fait ça avec un documentaliste et que je dis, écoutez, vous allez faire remonter votre nom à la couverture comme scénariste, mais qui n'est pas scénariste. Donc je lui ai fait scénariste parce que les données qu'il avait apportées, et moi j'avais trouvé ça riche. Et parce que moi j'aime beaucoup, quand je travaille un sujet, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait des dates, il faut qu'il y ait des preuves. Oui, une rigueur parce que, voilà. scientifique. Oui. Et donc, même dans des écoles, des scientifiques, dans des laboratoires, on peut s'appuyer à une bande dessinée. Parce que souvent, on pense qu'une bande dessinée, c'est quelque chose de vite fait. Parce qu'il y en a qui l'ont fait à la légère. Vous pouvez proposer. Je pense que c'est pour ça que ça devient un genre littéraire. Exactement. Parce que si c'est travaillé comme un document, je pense que Bicêtre, même si on ne peut pas dire que c'est complet, si ça part d'éléments d'histoire, ça peut être un support pour des enseignants d'intéresser les élèves aux personnages, quitte à les envoyer dans le livre de je ne sais plus qui, parce que j'ai un livre à la maison qui porte sur Cyril Bicêtre, sur le personnage en tant que tel. Puis il y a beaucoup d'articles un peu partout. Alors, voilà, donc Serge a eu des prix, comme le prix de la BD engagée de Lyon en 2008, le prix Fête Cannes de la jeunesse en 2013, et en 2010, 2011 et 2012, 2013, vous avez été dans le Gotha des Noirs de France. Voilà, c'est un Gotha dans lequel on a voulu m'enfermer, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis échappée. Oh. Oui, j'ai du mal avec ce genre de choses, de Non, boutins. moi j'avais accepté parce que c'est comme dans les hommes noirs, femmes noires que vous avez cité tout à l'heure, pour que nos jeunes puissent dire, tiens, il est passé là, je vais faire comme lui. Et tous, on avance, qu'on avance. Oui, bon, quand j'ai vu que ça a été, là, c'est vraiment, comment on dit ça, sponsorisé par Jean-Louis Borloo, des personnages comme ça, je ne sais pas... Ils sont venus après. Hein. Oui, mais voilà, je ne sais pas bien où est-ce qu'on va. Chaque fois qu'on lance des trucs comme ça, on n'est jamais tout à fait maître de nous. Et je trouve qu'il y a de la récupération, je ne comprends pas. Alors, donc, je vais demander... Alors, je ne vous ai pas demandé, Luco, quel type de style vous pratiquez dans la BD, parce que moi, j'ai lu que Serge pratique un style qu'on appelle Mindelo. Vous le connaissez ? Mindelo? Oui, le style qu'il pratique. Non, pas du tout. Alors, on lui a demandé qu'est-ce que cela veut dire dans un entretien. Alors, n'oubliez pas d'aller... Le site de Serge, c'est... voilà, www.serge-diantantou.com. Et là, vous allez avoir tous ces livres. Alors, Diantantou, c'est DIANTANTU.com. Donc, lui, on lui demande, dans un entretien qu'il a avec... C'était sur France Inter. Oui, voilà. Donc, c'est un dossier que oui, c'est France Inter. Oui, Viviana Quiñones. Voilà, je voulais savoir, vous dire qui avait fait cette interview. Et puis, donc, elle vous dit, vous appelez votre style Mindelo, qu'est-ce que cela veut dire? Et lui, il répond, Mindelo veut dire trait dans plusieurs langues congolaises. Les Mindelo sont des lignes que l'on trouve sur les calebasses décorées, sur les cases au Bénin, sur les masques. Alors, sur les masques, dans les nattes des coiffures. Vous allez me faire quel Mindelo? Demandent les femmes à la coiffeur ou coiffeuse.
Je les dessine avec beaucoup de respect d'ailleurs. Les Mindelo africains ont inspiré Picasso, mais aussi Hergé pour le décor des cases de Tintin au Congo. Les Mindelo ont inspiré son style appelé la ligne claire. Moi, j'appelle la ligne claire Mindelo pour rendre hommage aux ancêtres. Alors, vous avez dit, Luco, vous avez un mot? Comment? C'est beau. C'est très beau. Vous avez un style à vous? Ou comment avez-vous décidé de dessiner comme vous le faites là? Il y a un style, quelqu'un qui vous a inspiré? Vous avez appris dans une école? Oui, j'ai appris dans une école, mais en fait, j'ai pas vraiment de style limité. L'école, c'était laquelle? Alors, c'était Jean Trubert. Jean Trubert, d'accord. Et l'iconographe aussi. Dans les écoles que j'ai faites, notamment, les professeurs que j'ai eus étaient eux-mêmes auteurs de bande dessinée par ailleurs, et ils avaient tous un peu des styles différents. Et c'est vrai que moi, j'ai un style, ça part du style cartooniste, donc vraiment des trucs un peu comiques, au style un peu réaliste, comme on a pu voir avec Patrimoine. Cartooniste, c'est les cartoons. C'est tout à fait. Et donc je me limite pas trop. C'est très schématique en fait. Voilà, c'est très schématique, ça serait très épuré, c'est les traits essentiels qu'il faut pour faire comprendre que c'est un personnage qui est là. Et en fait, je me limite pas trop, c'est vraiment en fonction de ce que j'ai à raconter. Et là, notamment sur un ouvrage historique comme celui de Bicêtre, l'idée c'était quand même de rapporter un peu, de faire un trait qui soit pas forcément hyper réaliste, mais en tout cas qui se rapproche du style réaliste. Voilà. D'accord. Alors, Mindelo, ça ne vous dit rien. Non, c'est la première fois que vous entendez ça. Donc, on fait découvrir. Oui, on fait découvrir, mais ça veut dire que il y a un art aussi qui construit ces outils et qui se décline à partir de ces outils. Qui mettent les couleurs comme ça, c'est les Mindelo, toujours. Donc, c'est ça. Et donc, moi je dis, on rend à nos ancêtres ce qu'ils avaient Ça nous rappelle inventé. un peu les fractals, non? Ça, je ne sais pas. Mais les fractales, c'est la manière dont les cheveux, les petits trucs sont dessinés, les séparations. Ça rappelle aussi les fractales. La manière dont les tresses sont faits, de nouer les tresses, etc. Parce que quand on demande à une femme, vous voulez quelle ligne? C'est ça le Mindelo, la ligne. C'est ça. Et cette ligne, moi qui dessine, quand je prends mon crayon pour dessiner une femme, et je dois respecter ces lignes, donc c'est Mindelo. D'accord. Et c'est là que je dis, on va porter les Mindelo. Si demain, il y a des jeunes qui vont travailler le style Mindelo, ça serait quelque chose de sauvegardé. Donc voilà, votre style c'est ça et je pense que c'est intéressant à savoir. Et là, pour le temps, parce qu'il est pratiquement fini, qui nous reste, j'aimerais vraiment que vous disiez donc à vos téléspectateurs quel intérêt vous avez porté à ce genre-là, la BD, alors pour les Antilles, pour l'Afrique. Est-ce que vous vous rejoignez dans votre manière, dans votre vision du monde? Et puis, on dit donc que la BD nourrit et enrichit le lien social. En tant que média, elle relie les individus les uns aux autres. C'est une manière de construire le vivre ensemble. Sur le plan symbolique, enfin sa symbolique est forte dans la mesure où elle est une sorte de représentation de la réalité sociale, donc qui est construite de manière parfois un peu archétypale, on n'est pas, voilà. Et puis, c'est une construction aussi d'une culture commune pour une société. Puisqu'on sait qu'il y a des générations de jeunes qui lisent les mêmes BD. Par exemple, l'imaginaire des petits occidentaux est rempli de Hergé, de l'autre, Obélix et Astérix. Et il y en a aujourd'hui, il y a des collections, parce que je vois qu'il y a de nouvelles collections qui sont installées, que les jeunes lisent de manière systématique, même quand ils sont âgés, ils ont dépassé la vingtaine, ils continuent à acheter des
pour constituer des collections, comme si c'était une mémoire qui se structurait avec le temps. Ce qu'on avait commencé à un moment, on va continuer à évoluer avec l'auteur. Donc c'est peut-être ça le lien. Donc je ne sais pas comment vous voyez ça. En fait, en tout cas pour moi, la bande dessinée, effectivement, moi j'ai beaucoup lu de bande dessinée étant enfant, mais je ne me suis jamais vraiment arrêté. Et parce que la bande dessinée ne s'est jamais elle-même vraiment arrêtée non plus sur la déclinaison de ce qu'on peut raconter. Et il y a aujourd'hui la bande dessinée toujours qu'on appelle grand public, donc orienté même pour les enfants, mais aussi de la bande dessinée plus sérieuse, plus orientée adulte. Et pour moi, la bande dessinée, c'est vraiment une forme littéraire et artistique. C'est plus que juste un support pédagogique. C'est vraiment, enfin, c'est comme un roman en fait, mais sauf que on parle d'ailleurs aujourd'hui de roman graphique quand on a des bandes dessinées qui tiennent sur plus de 80 pages. On commence à parler de roman graphique aussi parce que on a du texte. On n'a plus seulement du dialogue à la Astérix ou avec des grosses bulles. On a aussi du vrai texte et de la vraie réflexion. On peut avoir des pages de bande dessinée où il n'y a pas de bulles, il n'y a que des images, mais où il y a quelque chose de vraiment profond qui se raconte là. Et donc, c'est ce qui intéresse les lecteurs qui continuent à lire de la bande dessinée. C'est qu'on est sur une autre sur une autre dimension narrative en fait que le roman. Et on arrive toujours à vivre quelque chose au travers de la bande dessinée, comme on regarde un film ou un feuilleton ou peut-être aussi juste un roman photo. Mais avec la bande dessinée, c'est encore autre chose. Et les possibilités de la bande dessinée, on sait que voilà, elles ne sont pas, enfin c'est inépuisable en fait. Il y a beaucoup de façons de raconter. Après, c'est comment convaincre un éditeur d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça, il y a beaucoup d'avant-gardistes en bande dessinée, mais tous les éditeurs ne sont pas forcément prêts à aller à prendre des risques. Il y a des écoles, il y a un style de dessin, il y a une manière de constituer les bulles aussi. Et vous, Serge, qu'est-ce que... Oui, je partirai dans la même direction que Luco, parce qu'il a presque tout dit. Et je vais juste rajouter une chose. En bande dessinée, nous avons aussi les couleurs. En venant ici, on discutait ensemble. Il y a une chose qui m'était arrivée. Quand j'avais fait Attention Sida et consorts, j'ai fait mes dessins et quand j'avais fait mes couleurs et je suis allé à Kinshasa, je n'ai pas sorti mes planches. Parce que les couleurs, moi je l'avais fait de la façon des pays du Nord. Alors que dans les pays du Sud, nous avons les soleils. Et nous avons une façon de faire les couleurs, nous, le peuple des pays du Sud, qui ne sont pas de la même façon que ceux des pays du Nord. Alors mes albums, quand on arrive à Paris, par exemple, tous, même les collectionneurs, ils disent « Ah oui, mais c'est intéressant, mais les couleurs, c'est chaud et puis ça nous rappelle quelque chose. » Et du coup, on leur rapporte du soleil. Bon, donc les couleurs, c'est quand même une sorte de langage, un code. Donc il y a les textes, il y a les planches, mais les couleurs, c'est très, très important. Oui, j'ai lu quelque part que vos couleurs aussi sont lorsqu'on parlait du genre que vous pratiquez, qui est le Mindelo, oui. On disait, donc Mindelo, style descriptif, pudique, vivant et didactique, style dépouillé, mais j'ai lu quelque part aussi que c'était très coloré. C'est colorié, oui, donc, coloré, mais c'est très fort. Voilà. Bon, bref, chers amis, vous n'avez qu'à aller lire C'est vrai que quand on arrive dans toutes ces couleurs chatoyantes et tout, et qui sont aussi très appréciées de nos peuples, hein, ces jaunes, ces bleus ciel, bleu Caraïbes et tout ça. Parce que ça leur parle. Oui, c'est le soleil. Non, mais et puis c'est la beauté. Ça donne de la... C'est vivant, ça donne de la vie. Alors moi, ce que je voulais, parce qu'on n'a presque pas le temps, mais on va quand même le dire. Je vais vous lire le premier petit paragraphe qui pose le décor. Beaucoup s'interrogent, donc c'est un article du Cairn, qui est écrit par Hilaire Billet-Lumbala. En quelle année? Je ne sais pas. Enfin, j'ai dû le prendre, je ne sais pas. Bon, je vais... Je pense en 2010. C'est récent de toute façon, parce que c'est un travail qui a été fait. Ben, écoutez, je ne sais pas, chers amis. J'ai toujours un tas d'idées en tête, et là j'ai oublié de prendre la date, mais bon, vous allez trouver le Cairn, c'est un magazine scientifique. Vous tapez CAIRN.
et Kern, et vous allez voir BD, la BD en Afrique francophone. Beaucoup s'interrogent encore sur l'existence de la BD africaine. D'autres se demandent si elle peut être considérée comme africaine. Répondre à ces questions, c'est montrer d'abord que la BD africaine est une réalité et non un mythe, qu'elle se lit, se vend et qu'elle existe sous différents formats. Vignettes dans un quotidien, planches dans un magazine, album complet, album de compilation, album collectif, etc. Elle est publiée en français, en anglais et en portugais, en arabe et dans les langues locales. Elle ouvre différents genres, les contes, les légendes et épopées traditionnelles, le domaine éducatif ou didactique, l'humour, les biographies, l'histoire, la religion. Tout ce que vous pratiquez. Comme partout ailleurs, la BD africaine possède ses héros. À titre illustratif, nous mentionnerons Yemo Aga au Burkina Faso, si vous connaissez, Zoba Moke au Congo-Brazzaville, Mata Mata et Pili Pili à Apolosa, pardon, Mohuta et Makepa au Congo démocratique, Dago, M. Zézé et Kofi Gombo en Côte d'Ivoire, Bibeng et Tita Abessolo au Gabon, Tekwe en République centrafricaine, Boy Melak et Gogoulou au Sénégal, etc. Donc il y a des personnages. Bon, on va voir s'il y en a à la Martinique. Je sais pas. Cependant, il est important de souligner que la bande dessinée est confrontée sur le sol africain à de multiples difficultés qui freinent son développement et surtout son éclosion en tant qu'art et média à part entière. Il s'agit entre autres du manque de formation des artistes, du manque de maisons d'édition spécialisées, de l'insuffisance des circuits de diffusion et de distribution, de l'absence de structure de promotion du livre. Donc merci à M. Charbonnier, Charbonnier Florent, qui vous soutient. Et qui veut étendre Caraïbes Édition jusqu'en Afrique. C'est ça, donc voilà. De l'insuffisance donc, des circuits de diffusion et de distribution, de l'absence de structure de promotion du livre en tant que produit de consommation et de diffusion de la culture. Ces difficultés n'ont pas empêché le 9e art, si vous êtes le 9e art, de connaître une certaine vitalité en Afrique et de tenter, par différents moyens, d'être présent lors des grandes manifestations internationales. Donc voilà, cet article développe ces idées-là, d'accord? Donc c'est intéressant. Serge, si vous pouvez le chercher, sinon je vous l'enverrai. Oui. Par email, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Non, c'est presque, il a presque tout dit au début. C'est un résumé, voilà. C'est vraiment. Et puis vous avez une partie sur la reconnaissance scientifique. Pour moi, c'est important, puisqu'on consacre un genre. J'apprends même que c'est le 9e art. Si on avait le 7e, c'est intéressant. Et donc c'est nous, les 9e art. Oui, et les quotidiens, les hebdomadaires, les magazines de BD. Enfin, vous voyez, c'est très complet, les manifestations, salons et expositions. Et c'est souvent dans ces cadres-là que vous avez pu vous révéler à vos publics et qu'on vous a convié à dévoiler votre art à des publics. Je ne sais pas comment on approche un peu de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Moi, je trouve que c'est une approche intéressante. D'abord, de questionner. Alors, ça serait bien qu'on questionne aussi pour nous, parce que le danger, le risque avec nous, c'est qu'on est dans un grand ensemble qui nous plaque, où c'est nous qui copions de manière assez systématique des choses sans jamais réfléchir sur comment on les adapte, c'est-à-dire comment elles interviennent dans nos vies, ces choses nouvelles-là, et comment on se met à les pratiquer parce qu'on les aime, mais quand on les pratique, de quoi cela nous détache ou à quoi cela nous rattache. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, mener une réflexion comme ça sur la BD de chez nous, par exemple? Je pense que oui, parce que en fait, si je prends mon exemple... Vous êtes nombreux maintenant, hein?
On est nombreux, en tout cas, à essayer de faire des choses. Maintenant, tout le monde n'arrive pas forcément à trouver un éditeur en face de ses projets. Par contre, il y a de nombreux lecteurs de manga aujourd'hui, ça il faut le dire. Tout à fait, je sais, oui. Donc, si je prends mon exemple par rapport à ma génération, les mangas, c'était pas trop notre truc, mais plutôt la bande dessinée. Donc, j'en suis arrivé, moi, à faire de la bande dessinée. Donc, peut-être que demain, les lecteurs de manga antillais feront du vrai manga antillais à leur façon, et pas de la bande dessinée, peut-être malheureusement pour nous, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment une génération manga ici aux Antilles, et peut-être qu'on arrivera avec Serge à les intéresser davantage à la bande dessinée, parce que c'est encore une autre façon de raconter, mais moi je me dis que vu le nombre de lecteurs quand même de manga qu'il y a aujourd'hui, peut-être que demain ils sauront transformer la chose pour en faire soit de la bande dessinée antillaise, voilà, et peut-être vraiment partir dans la transformation de quelque chose et puis qui ressemblera à quelque chose de l'assimiler et puis de l'adapter à sa personnalité. Tout à fait. Et vous, Serge? Moi, je pense que c'est exactement ça. Vous êtes retrouvé dans ce cas. Ah ben, bien sûr, parce que quand j'entends Matamata, Pili Pili, ce sont des BD des années 30, des années 30 et même des années 20. Oui. Mais c'était des bandes dessinées sous forme de propagande. D'accord. Mais nous, on n'en a pas de tels personnages emblématiques. Ça viendra. Voilà. D'accord. Non, mais c'est ça. Non, parce qu'on a été colonisé un peu de la même façon. Oui, dans chaque chose, il faut des leaders. Il est là à Luco, en Martinique. Et moi, je suis à côté de lui. On va faire en sorte. Et nous sommes en train d'écrire l'histoire. D'accord. Et demain, on va nous étudier. Et cette émission sera une pièce de référence pour des scientifiques beaucoup plus tard. Ben voilà comment la bande dessinée en Martinique va prendre son élan. Parce que j'entends encore les applaudissements des enfants, des élèves. C'est qu'il y a un message qui est passé. On a posé la question, vous êtes manga ou bande dessinée? Ils étaient divisés. Bien sûr. Et on privilège plus la bande dessinée que le manga, parce que nous sommes, entre guillemets, entrés dans cette transmission d'échanges. Oui, mais c'est aussi un genre littéraire qui est plus précieux. Dans l'imaginaire, c'est plus précieux. La bande dessinée est jugée plus précieuse que le manga. Ah oui, parce que... Et le manga est conçu comme un jetable. Voilà, c'est une chose, un petit Kleenex. Et c'est là que, juste le côté sérieux du dessinateur, c'est à un moment, vous avez expliqué un fait qui m'a fait rire, mais je préfère le dire. Hergé, par exemple, n'avait pas l'habitude de donner des interviews. Pourquoi? Parce qu'on disait la bande dessinée, ah oui, c'est pour des personnes qui font juste un dessin comme ça, qui ne réfléchissent pas. Faites une bande dessinée, vous allez voir combien il est difficile. Absolument. Donc, nous sommes là, nous allons propulser la bande dessinée et inciter nos jeunes. Non, mais je trouve passionnant parce que j'ai dit que je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées, mais chaque fois que j'en ai eu une entre les mains, je l'ai lue jusqu'au bout. Ah ben voilà. Mais moi, ce qui me passionne, parce que j'aime écrire, moi, par contre, et je n'écris pas de romans non plus, j'aime théoriser. Ça, c'est chacun a son... Vous êtes scientifique. Oui, mais il y a des gens qui écrivent aussi. Moi, en tout cas, j'aime théoriser, c'est-à-dire sentir la réalité et la traduire à travers des concepts de manière à ce que... Et puis hier, j'étais dans une communication et je théorisais beaucoup pour des gens qui avaient vraiment abordé des problématiques de manière très, j'allais dire, factuelle. Et j'ai vu les gens fermer leurs yeux et essayer de suivre ma pensée. Non, mais je comprends. C'est beau. Non, mais ça veut dire que cette dimension de l'œuvre aussi, on en a besoin. Mais moi, ce qui me fascine dans la BD, c'est quand même d'arriver en images à traduire ce que nous autres, nous traduirions en mots de manière différente et transmettre la même, j'allais presque dire, la même intensité, la même densité de messages. Donc c'est fabuleux. Donc, chers téléspectateurs, pratiquez tous les arts, lisez tout le monde. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nos amis. Vous allez donc dire à vos téléspectateurs, chacun de votre côté, comment vous voulez les saluer comme vous le voulez. Parce que j'espère vous voir, en tout cas, demain on sera donc en dédicace à Fort-de-France et à la Galeria, à la librairie antillaise et à Fort-de-France.
de France, donc ce sera à l'après-midi à Présence Créole. Donc j'espère que ce sera de 14h à 17h demain après-midi et de 10h à midi à la Galeria Librairie Antillaise. Donc j'espère vous voir nombreux pour qu'on puisse échanger et puis profiter des moments de dédicace. S'ils ne sont pas là, ils vont lire vos BD. Et voilà. Serge? C'est exactement ça. Donc après notre passage, même si on rentre, les bouquins vont rester ici. Tout à fait. Repasser chez les libraires. Et vos noms. Voilà. Et si vous êtes nombreux, nous essayerons encore à vous apporter plus. D'accord. Donc voilà. D'accord. Ben, écoutez, voilà de beaux cadeaux. Donc j'ai reçu pour vous Serge Diantantou et Luco. Serge est du Congo, Brazzaville, et Luco de la Martinique. Congo-Kinshasa. Kinshasa, pardon, et Luco de la Martinique. J'espère que vous avez apprécié ce qu'ils vous ont apporté, leur manière de vivre, leur histoire, leur rapport à leur peuple. Luco, on a peut-être un peu moins parlé, mais voilà, en tout cas, il s'intéresse aussi à son histoire. Je vous souhaite d'en profiter, d'aller chercher sur YouTube et sur Internet ce qu'ils ont écrit, ce qui a été filmé. Il y a aussi beaucoup d'extraits de leur BD. Et puis, voilà, je vous souhaite en tout cas bonne soirée, bon après-midi. Et puis, voilà. Que Dieu leur prête vie, puisqu'on dit maintenant Dieu est dans tout, en tout cas qu'ils aient longue vie pour nous alimenter de leur création dont nous avons besoin pour nous regarder positivement. Bonne soirée ou bon après-midi. Au revoir.